Corps des fonctions rationnelles. Rappelons que si V est une variété algébrique affine sur un corps K, par définition, quelque part, bon, ça veut dire que V est un sous-ensemble irréductible d'un certain espace affine K puissance n, et donc son idéal est un idéal premier de K crochet x1, xn, et donc son anneau de coordonnées est un anneau intègre. Donc si V est une variété algébrique affine sur un corps K, son anneau de coordonnées donc notez K crochet V, c'est K crochet x1, xn, si je mets V dans Kn, quotienté par l'idéal de V, est un anneau intègre. Or, tout anneau intègre possède un corps de fraction rationnelle. Cet anneau possède donc un corps de fraction. Donc, qu'on note souvent en frac de l'anneau intègre en question. Donc c'est la localisation de l'anneau intègre par la partie multiplicative de tous ces éléments non nuls. Donc explicitement, frac de KV, K crochet V, c'est l'ensemble des fractions x sur y, où x et y sont dans KV et y non nul. Avec l'égalité de fractions habituelle, la règle habituelle pour que deux fractions soient égales. Donc ce corps associé à une variété algébrique affine est très important, et donc on l'appelle le corps de fonctions rationnelles sur V, ou des fractions rationnelles sur V. Donc, définition, donc soit K un corps, et V une variété algébrique affine sur K. Alors le corps des fractions, le corps des fonctions rationnelles, pas des fonctions, hein, c'est juste une terminologie peut-être historiquement, voilà, c'est une terminologie historique, on y pense comme un certain type de fonction, mais je ne vais pas pour l'instant rentrer dans les détails. On appelle ça le corps des fonctions rationnelles. Le corps des fonctions rationnelles sur V, c'est le corps. Donc on va noter K parenthèse V, et donc c'est le corps des fractions de l'anneau intègre K crochet V. On l'appelle le corps des fonctions rationnelles, mais ça contient K comme sous-corps, donc c'est une extension de K. C'est une extension de corps de K. Donc on va le considérer toujours comme une extension de K. C'est donc un K algèbre qui est un corps. Voilà. Bon, quelques exemples faciles. Prenons K1. K1. Quel est son corps de fonction rationnelle? Comme d'habitude, on va prendre K un corps fini, si K infini, si K est un corps infini. Parce que pour un corps fini, K1, c'est une réunion finie des points et n'est donc pas irréductible.
Donc si K est infini, si K est infini, K1 est irréductible. Dans ce cas, K1 est bien irréductible. Et on a vu que l'idéal du coup c'est l'idéal nul. Donc ici, le nœud de coordonnées de la variété affine K1, c'est juste K crochet X. Et donc, le corps des fonctions rationnelles sur la droite affine K1, c'est le corps des fractions de K crochet X, qui est par définition K parenthèse X. Donc ça explique aussi un peu la notation K parenthèse K1. Les parenthèses, ça rappelle les parenthèses dans le corps des fractions rationnelles K parenthèse X. Voilà pour un premier exemple. Pour un deuxième exemple, prenons une sous-variété stricte de K2. Deuxième exemple, je prends F, donc K crochet XY irréductible, et je pose V, le lieu de 0 de F. Alors là, on a vu, si K n'est pas algébriquement clos, ce n'est pas forcément irréductible. Donc prenons K algébriquement clos. Si K algébriquement clos, V est irréductible, comme on l'a déjà vu auparavant, car son idéal, c'est l'idéal radical de l'idéal engendré par F, qui est égal à F si F est irréductible dans K crochet XY. Et donc K crochet V, c'est le nœud des coordonnées de V, c'est K crochet XY quotienté par l'idéal engendré par F. Et on voudrait comprendre un peu mieux, donc ça c'est un anneau intègre, et donc il n'y a pas de mystère. Le corps de fonction rationnelle sur V, c'est donc le corps de fraction de cet anneau intègre. Ce qui est complètement clair ce que c'est. Mais on voudrait l'étudier comme extension de K. Donc, étudions-le, ce corps, comme extension de K. On va peut-être prendre l'hypothèse supplémentaire que f est un polynôme en y de degré au moins 1. Y figure vraiment dans f en quelque sorte. Donc supposons, on va supposer que f comme élément, donc f c'est un polynôme à coefficient d'un K crochet x en l'indéterminé y. Et donc je suppose qu'il a des degrés, donc s'il faut le préciser, je parle donc du degré en y, des degrés en y, je suppose que son degré en y est au moins supérieur ou égal à 1. Du coup, l'élément x, en fait, on va démontrer que le morphisme K crochet x dans K crochet v va être injectif. Donc soit f, le morphisme K crochet x dans K crochet v, qui envoie x sur la classe de x modulo, la classe de x modulo iv. K crochet x et K crochet v sont de K algèbre, donc je peux définir de manière unique un morphisme K algèbre en disant quelle est l'image de x ici, x majuscule, je vais l'envoyer sur la classe de x dans K crochet v. K crochet v, c'est K crochet xy
quotienté par IV. Et IV, c'est l'idéal engendré par F. Donc comme F est de degré au moins 1 en Y, on peut démontrer assez facilement que ce morphisme est injectif. Le morphisme F est injectif. Ça c'est facile à voir. Le morphisme F est injectif et induit. Donc, je peux le considérer d'abord comme morphisme. On va faire un petit dessin comme ça. Un petit diagramme. J'ai l'inclusion de l'anneau des coordonnées de V dans son corps de fonction rationnelle. J'ai F ici. Et j'ai le morphisme K crochet X de K crochet X dans K crochet V. Ici j'ai le morphisme localisation. Je pourrais le noter iota. Ici j'ai la composition. Donc iota rond F. Donc ça c'est un morphisme injectif parce que iota et F sont injectifs. Iota rond F est un morphisme injectif d'un anneau intègre dans un corps. Donc forcément ça rend tout élément non nul inversible dans K de V. Autrement dit, ici on a le morphisme de localisation. On a le morphisme de K crochet X dans son corps de fraction, que je note encore iota. Et donc par la propriété universelle du corps de fraction, ou par la propriété universelle de la localisation, j'ai un morphisme F' ici. Donc F' est un morphisme d'extension de K. D'extension de K. Je veux dire, c'est un morphisme de corps. K parenthèse X et K parenthèse V sont des corps. Et F' est un morphisme de corps qui est l'identité sur K. Tous ces deux corps contiennent K comme sous-corps et F' est l'identité sur K. C'est la façon la plus facile de dire ce que c'est un morphisme d'extension de K. En fait, très explicitement, bien sûr, en fait, un tel morphisme est complètement déterminé par l'image de X. En fait, F' de X. Induire, ça veut dire que ce diagramme commute, peu importe comment je vais de K crochet X dans K parenthèse de V, peu importe le chemin que je suis, j'aurai la même application de K crochet X dans K parenthèse V. Donc en fait, comme X, l'élément X ici provient déjà de K crochet X, et ici F et iota l'envoient sur la classe de X, on voit que F' de X est aussi également à X. Ou X sur 1, si on veut insister sur le fait que les éléments de K parenthèse V, c'est des fractions. Mais je vais juste écrire petit x pour x ici. La classe de x modulo I de V va sur x sur 1, mais je vais encore l'écrire classe de x. J'identifie K crochet V avec son image dans le corps de fraction. Voilà, donc on comprend déjà un peu mieux le corps des fonctions rationnelles sur V. Ce corps contient une copie de K parenthèse X. Et comme tout morphisme de corps, donc F' est injectif. Donc on peut identifier K parenthèse X avec son image. Son image, c'est K parenthèse petit x dans K de V. Autrement dit, K de V contient une extension purement transcendante du corps K. Donc on va apparaître une tour d'extension, on a K de V qui contient K parenthèse X qui contient K. Donc là j'ai une extension purement transcendante. Et je trouve que là ça va être une extension algébrique.
Donc, typiquement, ces corps de fonctions, ça va être des extensions, d'abord des extensions purement transcendantes, suivies par des extensions algébriques, voire finies. C'est une extension finie. C'est du K, parenthèse V, ce K, crochet X, ça va être une extension finie. Ça c'est clair parce que, en fait, comme l'anneau des coordonnées, comme algèbre est engendré par les classes de x et y, comme K-algèbre, l'extension de K parenthèse V est engendrée par x et y comme extension. Or, y est algébrique sur x, car le polynôme f, alors le polynôme f, je le vois comme polynôme en y, donc je peux l'évaluer en y, donc on va considérer f maintenant donc comme polynôme. Dans un premier temps, on l'avait considéré comme polynôme en y à coefficient d'un k parenthèse, d'un k crochet x, mais je vais le considérer maintenant carrément comme polynôme à coefficient dans le corps k de x, k parenthèse x, crochet y. J'avais identifié x majuscule avec petit x. Donc là, j'ai un polynôme qui annule y. Qu'est-ce que c'est que f d'y? F d'y, en fait, c'est le polynôme f en xy, sa classe dans k crochet xy modulo v, modulo i de v. Et donc, c'était modulo f, c'est 0. C'est 0 car f est dans l'idéal de v. Il est même générateur de i de v. Donc ici, f est un polynôme non nul. F est non nul ici. F est non nul dans cet anneau de polynôme en y. Et son évaluation en petit y est 0. D'où y est algébrique sur x. Et donc le corps de fraction rationnelle, le corps de fonction rationnelle sur v, est une extension finie. Un k de v est donc une extension finie. Voire finie. C'est une extension finie. Cette extension k de v de k de x est une extension finie de k de x. Et donc c'est algébrique. Voilà, donc c'est ça. Ça c'est généralement comme ça. Donc on peut faire des exemples un peu plus généraux en plusieurs variables. Passons à des choses plus intéressantes. Alors on a vu qu'un morphisme f de v dans w de variété algébrique affine sur k induit un morphisme qu'on avait noté f étoile en haut de l'anneau de coordonnées de w dans l'anneau de coordonnées de v. Et en fait, on avait même une description très explicite de ce morphisme. En fait, on l'a même défini comme ceci. On a f dièse en haut, en faisant un petit diagramme. En fait, on avait vu un petit diagramme. La fonction polynomiale p rond de w, un p rond de w de v. On avait f dièse, c'était l'application qui compose à droite avec f. Et on a vu des isomorphismes entre p rond de w et l'anneau de coordonnées de w, et ici p rond de v et l'anneau de coordonnées de v.
Et on avait défini f étoile comme étant le morphisme de K-algèbre qui rend commutatif ce diagramme. Et explicitement, si V est dans K puissance M et W est dans K puissance N, je peux écrire F donc comme j'ai des fonctions coordonnées de F. Donc F est une application ensembliste de V dans W, donc possède n fonctions coordonnées, F1 à Fn, et le Fi, je peux le décrire comme je peux le décrire par des polynômes. C'est des polynômes f majuscule i restreint à v pour l'exprimer comme ça. Ou f1 à fn sont des polynômes d'un cas approché à x1 à xn. Donc en fait f étoile en haut envoie la classe de xi, la classe de xi dans kw sur la classe de fi dans k approché v. Bon, peu importe, ça pour un petit rappel, peu importe, on voit bien qu'ici il y a un souci, même si v et w sont des variétés algébriques affines, f étoile n'induit pas forcément un morphisme au niveau de corps de fonction rationnelle, parce que f étoile n'est pas forcément injectif. Donc, il faut une condition supplémentaire pour que f étoile induit un morphisme d'extension de K. Et ça, c'est la condition de dominance. On va dire que f est dominant si f étoile en haut, ou peut-être de manière plus géométrique, si f dièse est injective. Donc, définition. Donc, soit K encore. Et F, un morphisme de variété algébrique affine sur K. Alors F est dominant. Si F dièse, si le morphisme F dièse est injectif, c'est-à-dire si F dièse c'est de la composition avec F, donc c'est-à-dire que si G est une fonction polynomiale sur W et G rond F c'est de la fonction nulle, alors G est nul. Quel que soit G, une fonction polynomiale sur W. En fait, ça correspond à dire de manière équivalente si on considère W avec la topologie des Zariski induite par la topologie des Zariski sur K puissance n, l'espace ambiant contenant W, le fermé de base, c'est des sous-ensembles lieu 0 de fonctions polynomiales sur W. Donc en fait, on est en train de dire ici que l'adhérence de l'image de F est W tout entier. De manière équivalente, c'est un petit exercice pour voir que c'est équivalent. L'adhérence des Zariski, l'adhérence de l'image de F pour la topologie induite sur W, c'est-à-dire la topologie induite sur W par la topologie des Zariski de l'espace ambiant. Et on appelle ça la topologie des Zariski sur W est égale à, cette adhérence est égale à W. Autrement dit, F est une application presque surjective, disons. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle un morphisme dominant. Ce qu'on utilise, c'est vraiment ça, c'est que F dièse, ou de manière équivalente F étoile, est injectif. Et donc on voit tout de suite, du coup, la proposition précédente est claire. Donc soit K toujours encore.
F un morphisme de variété algébrique affine sur K, alors le morphisme de K algèbre F étoile en haut que je viens de rappeler est injectif et induit un morphisme d'extension, un morphisme d'extension de K donc je vais noter F étoile prime pour l'instant pour le différencier de F étoile, mais dans la suite on va noter F étoile tout court du corps de fonction rationnelle de W dans le corps de fonction rationnelle sur V. Alors cette construction est naturelle, c'est que si de plus G de U dans V est un morphisme de variété algébrique affine, donc ce qui sous-entend que U et V sont donc des variétés algébriques affines, alors la composition donc dominant, j'ai oublié ici, un morphisme de variété, je suppose bien sûr que F est dominant, soit qu'un corps et F un morphisme de variété dominant. Donc si F est dominant, alors j'ai un morphisme injectif qui induit donc un morphisme au niveau des corps de fonctions rationnelles. Si de plus G est un morphisme de variété algébrique affine dominant, alors la composition, je peux faire F rond G qui va de U dans W est dominant, c'est un morphisme dominant, et induit donc un morphisme au niveau des corps de fonctions rationnelles, donc on l'a noté F étoile prime, et ce morphisme induit, c'est la composition des morphismes induits par F et G, et je peux d'abord aller avec F étoile prime de K rond, de K parenthèse W dans K parenthèse V, et ensuite avec G étoile prime de K parenthèse V dans K parenthèse U. Donc c'est une égalité de morphisme de K algèbre, d'extension de K parenthèse W dans K parenthèse U. Et enfin, la chose qu'on rajoute, c'est que l'identité sur une variété algébrique affine est dominant. C'est une trivialité. Et induit donc un morphisme au niveau, un automorphisme de l'extension K parenthèse V de K. Et cet automorphisme, en fait, c'est l'identité. C'est l'identité de K parenthèse V. Bon, la démonstration est donc assez facile. Je viens de le dire que F étoile en haut est donc injectif. F étoile en haut est injectif puisque F est dominant. Donc F étoile en haut étant injectif, je peux faire un diagramme un peu comme tout à l'heure. J'ai que F étoile en haut va de K crochet W dans K de V. Ici à droite, j'ai la localisation, j'ai le corps de fraction. Et donc du coup, je peux composer ces deux morphismes injectifs. Le K algèbre, et comme K parenthèse V est un corps et iota rond F étoile est injectif, tout élément non nul de K crochet W
une image inversible dans K parenthèse V. Donc, d'après la propriété universelle de la localisation, on a un morphisme NV. Donc ici, iota désigne aussi le morphisme localisation de K crochet W dans son corps de fraction, et j'obtiens donc un morphisme de K algèbre NV F étoile en haut de prime. F étoile en haut, prime. Voilà, donc où F étoile en haut, prime, une fraction. Disons, X et Y sont deux éléments, X et Y sont deux éléments de K crochet W avec Y non nul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que F étoile prime est induit par F étoile en haut? Ça veut dire que l'image de fraction, je peux calculer les images du numérateur et dénominateur par F étoile en haut. Ça, c'est des éléments de K de V. F étoile en haut d'Y est non nul, donc je peux constituer la fraction F étoile en haut X sur F étoile en haut d'Y, donc K parenthèse V. Et je trouve que l'image de X sur Y par F étoile en haut prime, c'est cette fraction-là. Voilà. Donc ça démontre l'existence du morphisme d'extension de K parenthèse W dans K parenthèse V. Maintenant, si G est donc est dominant, c'est un morphisme de variété algébrique affine dominant, alors il faut vérifier que f rond G, donc de U dans W, est dominant, car si j'ai H une fonction polynomiale sur PW pour le faire pour la fonction polynomiale, je vais donc vérifier que H, je suppose que H rond F rond G est 0. Alors j'ai H rond F, c'est une fonction polynomiale sur V, qui est composée avec G égale à 0, donc ça implique que H rond F égale 0, car G est dominant. Et maintenant, H rond F égale à 0, ça implique H égale à 0, car F dominant. D'où F rond G est dominant. Et après, il est facile, comme on a une expression très explicite pour F étoile en haut prime, il est très facile, en utilisant que F rond G étoile en haut, c'est G étoile en haut rond F étoile en haut, il est très facile de vérifier qu'on a la propriété. Et donc il est facile de vérifier que F rond G étoile prime, c'est G étoile prime rond F étoile prime, en utilisant qu'on a la même formule sans la prime. Et de même, il est facile de vérifier que l'identité étoile prime, c'est l'identité. Donc voilà pour la proposition. Donc on en déduit un corollaire qui dit que si sur un corps K, et si sur un corps K j'ai deux variétés algébriques affines, si V est isomorphe à W, alors les extensions de K associées sont isomorphes. Isomorphisme comme extension de K. Comme extension de K. Donc on avait un énoncé un peu plus fin, c'est que si V est isomorphe à W, les anneaux des coordonnées sont isomorphes. Ici, si les anneaux de coordonnées sont isomorphes, évidemment, le corps de fraction est isomorphe. Donc en fait, ce corollaire est donc un peu plus faible que le corollaire qui dit que si V et W sont isomorphes, alors les anneaux de coordonnées sont isomorphes. D'ailleurs, cet énoncé-là, c'était carrément
une équivalence. C'est que si les anneaux de coordonnées sont isomorphes, V est isomorphe à W. Donc en fait, il est sans doute aussi difficile de démontrer que V et W sont isomorphes que démontrer que les anneaux de coordonnées sont isomorphes. Ici, par contre, ce n'est pas une équivalence. Il n'y a aucune raison qui nous laisse croire que si les corps de fraction rationnelle sont isomorphes, alors les anneaux de coordonnées sont isomorphes. Après tout, si j'ai un isomorphisme de K de V avec K de W, il n'y a pas de raison que ça envoie à K crochet V sur K crochet W. En fait, on va avoir un exemple que ici, c'est vraiment pas une équivalence. Ce n'est pas une équivalence. Et donc ça, c'est un peu plus faible. Néanmoins, ça peut être utile justement pour la contraposer, est un énoncé utile. Et si je arrive à démontrer manifestement que les deux corps K parenthèse V et K parenthèse W ne sont pas isomorphes, alors je suis sûr que V et W ne sont pas isomorphes. Donc on utilise ce corollaire souvent sous sa forme contraposée. Néanmoins, ici, un exemple où on va voir que ce n'est pas une équivalence, c'est qu'on va rappeler l'exemple du paragraphe précédent. Donc dans l'exemple du paragraphe précédent, on avait pris K encore fini, encore infini, donc sur K encore infini. Et je pose F, dans K crochet XY, le polynôme défini par F, c'est le polynôme Y2 moins X3. Donc son lieu de 0, c'était la courbe cuspidale dans K2. Donc je pose V, le lieu de 0 de F. Donc ça, c'est la courbe dont on a fait un petit dessin lorsque K est égal à R. C'est une courbe avec un point de rebroussement. Et on avait construit un morphisme de la variété algébrique affine K1, K étant infini, K puissance 1, la droite affine est bien une variété algébrique affine sur K, et F va de K1 dans V qui envoie un point T sur T2, T3. Ça, c'est un morphisme de variété algébrique affine. Donc ce morphisme induit donc F étoile en haut au niveau des anneaux de coordonnées. Donc K crochet V, ça c'est K crochet XY quotienté par I de V. Dans l'anneau K crochet K de 1, qui est l'anneau K crochet T, car le corps K est infini. Et en fait, on a vu que en fait, F étoile en haut de petit x, où petit x c'est la classe de x, et petit y ça va être la classe de y majuscule. F étoile en haut de x, c'était justement T2, et F étoile en haut de y, c'est T3. Des représentants de la fonction coordonnée dans K crochet T. Bon, on n'a pas beaucoup de choix, hein, on est obligé de prendre T2 et T3 comme représentants. Parce que ici, la variété dont on départ, c'est l'espace infini tout entier. Donc on avait vu que F étoile n'était pas surjectif, ce qui nous a amené à montrer que F étoile n'était pas un isomorphisme, des anneaux de coordonnées, donc non plus F n'était non plus un isomorphisme de variété algébrique affine. Ici, on va démontrer que F étoile en haut est injective. Montrons que F est dominant, en montrant que F étoile en haut est un morphisme injectif. Donc on peut sans doute le montrer très explicitement en prenant un élément quelconque dans K crochet V,
Supposer que son image est égale à 0, et en faisant de manipulations algébriques, on arrive à démontrer qu'il est dans l'idéal de V. Et ici, j'ai envie de le faire d'une manière un peu plus générale. Donc, à titre d'exercice, l'exercice, ce serait de démontrer vraiment à la main que F étoile O est injectif. Si j'ai envie d'utiliser un peu plus la théorie et de voir qu'on peut comme ça démontrer F étoile en haut injectif d'une manière très propre. Donc comme F étoile est défini sur un quotient, je préfère composer avec l'application quotient et de le considérer plutôt sur ce K crochet XY. Donc je vais l'appeler G, donc soit G étoile, la composition. Donc j'ai K crochet XY, donc K crochet XY quotienté par I de V. Ça c'est l'application, le morphisme quotient. Et après, j'applique F étoile, donc dans K crochet T. Donc G étoile, c'est la composition. Pourquoi je l'appelle G étoile? Parce qu'en fait, G étoile est le morphisme induit. En fait, G étoile, c'est le morphisme induit. K crochet XY, ça c'est l'anneau des coordonnées de K2, du plan affine K2. Et KT, c'est l'anneau de coordonnées de la droite affine. G étoile, l'application induite et le morphisme induit sur les anneaux de coordonnées par F, si je considère comme morphisme, de K1 dans K2. Après tout, F c'est un morphisme dans V, mais V est dans K2, donc je peux le considérer comme morphisme dans K2. Donc F vu comme morphisme de K1 dans K2, je l'appelle G, et induit donc un morphisme K crochet XY dans K de T. Et naturellement, F étoile est le morphisme induit par G étoile, par passage au quotient. Ça, c'est un cas particulier de ce qu'on a vu dans la proposition du paragraphe précédent, qui dit que l'étoile, le morphisme induit sur les anneaux de coordonnées d'une composition, c'est la composition des morphismes induits. Ici, on a le morphisme inclusion. Ici, j'ai le morphisme inclusion. On peut dire que F, c'est le F composé avec le morphisme inclusion est égal à G. Bon, peu importe. En fait, je vais démontrer. Qu'est-ce qu'on va démontrer? Déjà par construction, hein, comme F s'annule sur son lieu de 0, F est dans le noyau de G. Dans le noyau de G étoile. Parce que le morphisme du passage au quotient que voici envoie F sur 0. Donc G étoile envoie F sur 0. Et donc aussi, tout l'idéal engendré par F est contenu dans le noyau de G. Et on va montrer qu'on a égalité. On montre que la première chose naturelle à démontrer, c'est que le noyau de G, de G étoile, c'est l'idéal engendré par F tout entier. Alors ça c'est quand même un peu délicat, parce que K crochet XY n'est pas... Ici l'anneau dont G étoile part, l'anneau de départ de G étoile, n'est pas un anneau principal. Donc l'idéal engendré par F n'est pas maximal, donc c'est quand même un peu délicat. Et je vais démontrer ça en faisant une petite astuce. C'est qu'on a envie de le rendre principal en considérant le corps de fraction de K crochet X. Donc comment on va faire ça? En fait, j'ai envie d'appeler soit G indice 1 étoile, il y a encore un étoile que je vais expliquer après. Je peux K crochet X, je peux l'envoyer
comme sous-anneau dans K crochet XY. Et après, je peux le composer avec G étoile dans K crochet T. Donc ici, j'ai l'inclusion de K crochet X dans K crochet XY. Et donc ça, c'est le morphisme qui est déterminé par l'image de X. Donc il envoie l'image de X sur G étoile en haut de X. G étoile en haut de X. C'était F étoile en haut de la classe de X. Donc c'est T2. Pourquoi je l'appelle G indice 1 étoile en haut de X? Évidemment, ça c'est juste G1 étoile en haut. Et le morphisme induit par le morphisme, avec G, je vais donc de G part de K1 dans K2, c'est le morphisme G, qui envoyait T sur T2, T3. Après, je peux projeter sur la première coordonnée. Donc ça, P, c'est le morphisme qui envoie XY sur X. Et G indice 1, j'appelle G indice 1, c'est donc la première fonction coordonnée de G. Donc G indice 1 de T, c'est G indice 1 de T, c'est T2. Donc du coup, G étoile en haut, G indice 1 étoile en haut, G indice qui va donc de K crochet K1 dans K crochet K1. Alors ici, je vais l'écrire comme K crochet X, et là c'est K crochet T. Donc, il envoie X sur un représentant du polynôme T2, c'est-à-dire T majuscule 2. Voilà, c'est pour ça que je l'appelle G indice 1 étoile en haut. En fait, c'est juste la restriction de G étoile en haut au sous-anneau K crochet X. Donc il envoie, c'est un morphisme de K crochet X en K crochet T qui envoie X sur T2. Manifestement, cet morphisme de K algèbre est injectif. Parce que si un polynôme, bon, ça c'est très clair, si un polynôme en X est envoyé sur son évaluation en T2. Donc si son évaluation en T2 est nulle, tous les coefficients sont nuls et le polynôme est nul. Donc G indice 1 étoile en haut est injective. Donc le morphisme de K algèbre G indice 1 étoile en haut est injectif. Donc en fait ça correspond à dire que G1, qui va de K1 qui envoie T sur T2, est dominant. C'est encore un exemple de morphisme dominant. Il induit donc ce qu'on avait noté, G indice 1 étoile en haut prime au niveau de quoi de fraction rationnelle. Donc ici, je vais l'écrire comme ça, de K parenthèse X dans K parenthèse T. Et en fait, il est donc complètement déterminé par l'image de X. L'image de X est toujours envoyée, c'est un morphisme d'extension de K, et X est toujours envoyé sur T2. Maintenant, je peux l'étendre, ça c'est complètement algébrique. Donc on peut l'étendre à l'anneau des polynômes en Y à valeur dans le corps K parenthèse X. Donc là, c'est un anneau principal. Je vais le noter G étoile seconde de K parenthèse X crochet Y dans K crochet T. Donc sur K parenthèse X, c'est G1 étoile en haut prime. Et je n'ai qu'à dire quelle est l'image d'Y. Je vais envoyer Y sur T3, bien sûr. Maintenant, j'ai gagné quelque chose parce que K parenthèse X crochet Y contient K crochet XY comme
K crochet XY comme sous-anneau. Donc la restriction de G1 étoile en haut seconde de K crochet XY dans K de T, il envoie, c'est un morphisme de K-algèbre qui envoie X sur T2 et qui envoie Y sur T3. Il coïncide donc avec, avec G étoile en haut. Voilà, donc on a réussi à étendre G étoile en haut à cet anneau principal. Donc évidemment, cette extension G indice 1 étoile en haut seconde, il envoie toujours F sur 0. Parce que G étoile en haut envoyait déjà F sur 0. Et G indice 1 étoile en haut seconde est une extension de G étoile en haut. Donc ça veut dire que l'idéal engendré par F, maintenant je regarde l'idéal engendré par l'anneau principal, dans l'anneau principal K parenthèse X crochet Y. Donc je vais noter l'idéal prime, l'idéal engendré prime. Donc c'est l'idéal engendré par F dans cet anneau-là. Il est contenu donc dans le noyau de G1, G indice 1, étoile en haut, seconde. Alors maintenant, F étant F est irréductible dans cet anneau principal. Ça veut dire que l'idéal engendré par cet anneau, que j'ai noté F parenthèse prime, est donc maximal. C'est un idéal maximal. Et comme G1 étoile en haut seconde n'est pas le morphisme nul, il n'est pas le morphisme nul, parce que il envoie X sur T2, donc il n'est pas nul. Hein. Ça veut dire son noyau, c'est pas l'anneau principal tout entier. Mais il contient cet idéal maximal. Donc on a égalité. C'est-à-dire F' engendre l'idéal de G1, G indice 1, étoile en haut, seconde. Alors maintenant, c'est pas F', c'est F parenthèse prime. Maintenant, regardons donc cet idéal engendré dans K parenthèse X crochet Y, je peux l'intersecter avec l'anneau K crochet XY. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est donc c'est le multiple de F' dans K parenthèse X crochet Y qui sont des polynômes en X et Y. Il faut donc utiliser le lemme de Gauss pour voir que en fait ça c'est la même chose que l'idéal engendré par F dans K crochet XY. Je peux l'écrire ici. D'après le lemme de Gauss. Ici j'utilise, donc c'est pas F', c'est l'idéal engendré prime. D'après le lemme de Gauss. Ici, j'utilise que f est primitif. F vu comme polynôme en y à coefficient dans l'anneau factoriel k crochet x est primitif. Son contenu est égal à 1. Le PGCD de ces coefficients est égal à 1. Ces coefficients sont 1, coefficient de y2, et l'autre coefficient c'est moins x3. Et le PGCD de 1 et moins x3 dans k crochet x est égal à 1. Donc ce polynôme est primitif. Ça veut dire que ces multiples dans K parenthèse X crochet Y qui sont des polynômes en XY sont aussi multiples de F dans K crochet XY. Ça c'est le lemme de Gauss qui le dit. Du coup, j'en déduis le noyau de G étoile en haut. Du coup, c'est quoi le noyau de G étoile en haut? J'ai une extension de G étoile en haut. Donc ça, c'est les éléments qui sont envoyés sur 0 par l'extension, qui au même temps sont dans K crochet XY.
Là, on vient de voir que le noyau de G indice 1 étoile en haut seconde, c'est l'idéal engendré par F dans l'anneau principal, intersecté K crochet Y. Et là, d'après le lemme de Gauss qu'on vient de voir, ça c'est l'idéal engendré par F. Voilà, donc ça, donc on a bien démontré que le noyau de G étoile en haut, c'est l'idéal engendré par F. Donc ça, c'est un petit résultat intermédiaire. Maintenant, on arrive à la conclusion. Donc si G étoile en haut est engendré par F, du coup, G étoile en haut induit un morphisme de K-algèbre qu'on note habituellement G étoile en haut bar du quotient dans K crochet T. Et qui envoie toujours, ici, notons quoi, la classe de X, maintenant modulo l'idéal engendré par F, qui envoie toujours X sur T2 et la classe d'Y sur T3. Mais ça, c'est une situation intéressante parce que on a l'idéal de F, on a F contenu dans I de V. F appartient à l'idéal de la variété V. J'allais dire la courbe V, la variété V. F est dans I de V, donc aussi, l'idéal engendré par F est complètement contenu dans I de V. Et je sais qu'on a un petit diagramme comme ça. Je peux donc, si on a deux idéaux dans un anneau, l'un contenu dans l'autre, on a une formule pour le double quotient. En fait, on peut voir le quotient par le grand idéal. Donc ça, c'est K crochet XY quotienté par I de V. Je peux le voir comme un quotient du quotient par le petit idéal. Ici, j'ai un morphisme pi de noyau de quotient des idéaux. Et ici, j'ai un morphisme dans K crochet T que je viens de définir. C'est G étoile en haut, G étoile en haut, bar. Et ici, j'ai un morphisme, ben ça c'est mon morphisme F étoile en haut. Alors, il se trouve que si je regarde l'image de X, la classe de X ici, la classe de X ici est envoyée sur T2. X ici est envoyé sur X. Il faut peut-être écrire la classe, parce qu'ici c'est la classe de X modulo l'idéal engendré par F, qui est envoyé par pi sur la classe de X modulo I de V. Et F envoie aussi, F étoile en haut, envoie la classe de X aussi sur T2. Et de même pour Y bar. Pour Y. Si je remplace ici X bar par Y bar, il est envoyé sur T3. Et ici, il est envoyé sur Y bar ici, qui est envoyé par F étoile sur T3. Autrement dit, on a F étoile en haut rond pi égale à X bar est égal à G étoile en haut de X bar. Et F étoile en haut rond pi de Y bar est égal à G étoile en haut de Y bar. Mais X bar et Y bar engendrent cette K-algèbre. Donc du coup, comme tous les morphismes sont des morphismes de K-algèbre, on en déduit que F étoile en haut rond pi est égal à G étoile en haut. Or, G étoile en haut est injectif, c'est un morphisme injectif parce que j'ai quotienté par son noyau. On a démontré que G étoile en haut, son noyau, c'est l'idéal engendré par F. Donc G étoile en haut bar est injectif. Comme le noyau, donc ici c'est un bar. Voilà, j'ai oublié le bar ici. Comme G étoile en haut, le noyau de G étoile en haut, c'est l'idéal engendré par F. Le noyau de G étoile en haut bar, ça fonctionne comme ça. Si on quotiente, c'est le premier théorème d'isomorphisme. Si
si je quotiente par le noyau, j'obtiens un morphisme injectif. Donc G étoile en haut bar est injectif. Le noyau de pi, je l'ai dit tout à l'heure, le noyau de pi, c'est le grand idéal I de V quotienté par l'idéal engendré par F. Et je viens de dire que G étoile en haut bar, c'est F rond pi. Donc G étoile en haut est injectif, c'est la composition de F et pi, où pi a un noyau égal à I de V quotienté par F. Donc pi est forcément injectif, parce que si pi n'est pas injectif, la composition avec F ne serait pas injective non plus. Donc tout ça, ça implique que pi est injectif, et donc en particulier que l'idéal de V est engendré par F. Un petit résultat intéressant, parce que tout à l'heure, on l'a vu que ça c'est vrai, et aussi dans le paragraphe précédent, on a dit que si K est algébriquement clos, l'idéal de V c'est l'idéal engendré par F, mais on voit que sous la condition plus faible que K soit encore infini, on a I de V égale à F. Donc c'est un petit intéressant supplémentaire où on voit que même si K n'est pas algébriquement clos, ce polynôme irréductible y2 moins x3, il a un lieu de 0 dont l'idéal est engendré par y2 moins x3. C'est pas ça ce qui nous intéressait. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que si pi est injectif, et en plus pi est surjectif, donc en fait on en déduit que f étoile est injectif. Ça c'est juste la théorie des ensembles. Si donc pi surjectif f rond pi injectif, f étoile en haut rond pi injectif, ça implique que f étoile en haut est injectif. Voilà, donc tout ça pour démontrer que f étoile en haut est injectif. C'est intéressant parce qu'il y a des arguments qui font travailler un peu la théorie. Donc enfin on a démontré que f étoile en haut, donc de K crochet V dans K crochet K1 est injectif. Et donc F est dominant. Donc il induit un morphisme, comme il est dominant et donc injectif, il définit un morphisme de corps de fonction rationnelle, de K parenthèse V dans K parenthèse K1. Parenthèse V, K parenthèse V, ça c'est donc le corps de fraction de K crochet V, donc ça c'est un corps qui est engendré par la classe d'XY. Et là c'est le corps des fractions rationnelles en l'indéterminé T. Et on sait complètement ce que c'est f étoile en haut prime. Il envoie x sur T2, il envoie y sur T3. Et donc on voit que f étoile en haut, c'est ça l'exemple, on voulait démontrer que f étoile en haut prime, c'est carrément un isomorphisme d'extension de K. Il est injectif comme tout morphisme de corps. Pourquoi il est surjectif? On voit que T va s'écrire comme T3 divisé par T2. Donc comme x est envoyé sur T2, x est non nul dans K de V. X est non nul dans K de V, ça on pourrait le montrer aussi différemment, mais ici c'est notamment une conséquence, parce que son image est égale à T2, qui est non nul dans K parenthèse T. Donc je peux considérer la fraction y sur x dans K de V.
Donc x est même non nul dans le cas crochet V, parce qu'il est non nul dans le cas parenthèse V. Donc il est non nul dans le cas crochet V. Y et x, c'est des classes de x et y, ou y et x dans le cas crochet V. Ça, ici, j'ai une fraction dans le cas de V. Quelle est l'image par f étoile prime? On l'a vu, f étoile prime, c'est le juste morphisme induit par f étoile sur les anneaux de coordonnées. Et donc, f étoile en haut de y, c'est cette T3. F étoile en haut de x, c'est cette T2. Et la fraction de T3 sur T2 est égale à T. Donc on voit que ce morphisme d'extension de K, f étoile en haut prime, a T dans son image. T est dans l'image de ce morphisme d'extension de K. Et donc, le plus petit sous-extension de K parenthèse T, qui s'écrit comme ça, K parenthèse T, est donc contenu dans l'image de f étoile prime, qui est contenu dans K parenthèse T, par définition. Donc, on en déduit que f étoile en haut prime est surjectif. Et c'est donc un isomorphisme. Un isomorphisme d'extension de K. Or, on a déjà remarqué au paragraphe précédent. Maintenant, on a remarqué au paragraphe précédent sous l'hypothèse que K est algébriquement clos, mais maintenant on a vu que même si K est infini, on a K crochet V, c'est l'anneau K crochet XY quotienté par F. Et cet anneau-là n'est pas factoriel. C'est un anneau non factoriel. Et K crochet T est factoriel. Donc même sous l'hypothèse plus faible d'infinitude de K, on a V n'est pas isomorphe à T. Pourtant, leur corps de fraction rationnelle, leurs corps de fonction rationnelle sont isomorphes comme extension de K. T, oui, je mélange T et K1 ici. V n'est pas, donc ça c'est l'anneau des coordonnées de la droite affine, est factoriel, que ces anneaux ne sont pas isomorphes, parce que l'un est factoriel, l'autre n'est pas, donc ils ne peuvent pas être isomorphes. Donc V n'est pas isomorphe à la droite affine K1, pourtant leurs corps de fonction rationnelle, on vient de le voir, sont isomorphes comme extension de K, donc c'est des corps isomorphes comme K algèbre. Donc ça montre que le corollaire précédent, donc ce n'est pas une équivalence. Si V et W sont isomorphes, leurs corps de fonction rationnelle sont isomorphes, mais la réciproque n'est pas vraie. Ça n'empêche que ce critère-là, c'est très utile pour départager des variétés qui ne sont pas isomorphes. Dans bien des cas, il suffit de démontrer que les corps ne sont pas isomorphes. Les corps de fonction rationnelle ne sont pas isomorphes.